Chapitre 4 Pêche à la ligne. La veille du jour où il devait, pour la première fois de sa vie, lancer un hameçon dans une rivière, M. Patisseau se procura, contre la somme de 80 centimes, le parfait pêcheur à la ligne. Il apprit, dans cet ouvrage, 1000 choses utiles, mais il fut particulièrement frappé par le style, et il retint le passage suivant. En un mot, voulez-vous, sans soin, sans document, sans précepte, voulez-vous réussir et pêcher avec succès à droite, à gauche ou devant vous, en descendant ou en remontant, avec cette allure de conquête qui n'admet pas de difficulté? Eh bien, pêchez avant, pendant et après l'orage, quand le ciel s'entr'ouvre et se zèbre de lignes de feu, quand la terre s'émeut par les roulements prolongés du tonnerre. Alors, soit avidité, soit terreur, tous les poissons agités, turbulents, confondent leurs habitudes dans une sorte de galop universel. Dans cette confusion, suivez ou négligez tous les diagnostics des chances favorables, allez à la pêche, vous marchez à la victoire. Puis, afin de pouvoir captiver en même temps des poissons de toute grosseur, il acheta 3 instruments perfectionnés, canne pour la ville, ligne pour le fleuve, se déployant démesurément au moyen d'une simple secousse. Pour le goujon, il eut des hameçons numéro 15, du numéro 12 pour la brème, et il comptait bien, avec le numéro 7, emplir son panier de carpes et de barbillons. Il n'acheta pas de verre de vase, qu'il était sûr de trouver partout, mais il s'approvisionna d'asticots. Il en avait un grand pot tout plein. Et le soir, il les contempla. Les hideuses bêtes, répandant une puanteur immonde, grouillaient dans leurs bains de son, comme elles font dans les viandes pourries. Et Patisseau voulut s'exercer d'avance à les accrocher aux hameçons. Il en prit une avec répugnance. Mais à peine l'eut-il posée sur la pointe aiguë de l'acier courbé qu'elle creva et se vida complètement. Il recommença 20 fois de suite, sans plus de succès. Et il aurait peut-être continué toute la nuit s'il n'eût craint d'épuiser toute sa provision de vermine. Il partit par le premier train. La gare était pleine de gens armés de cannes à pêche. Les unes, comme celle de Patisseau, semblaient de simples bambous. Mais les autres, d'un seul morceau, montaient dans l'air en s'amincissant. C'était comme une forêt de fines baguettes qui se heurtaient à tout moment, se mêlaient, semblaient se battre comme des épées, ou se balancer comme des mâts au-dessus d'un océan de chapeaux de paille à large bord. Quand la locomotive se mit en marche, on en voyait sortir de toutes les portières, et les impériales, d'un bout à l'autre du convoi, en étaient hérissées. Le train avait l'air d'une longue chenille qui se déroulait par la plaine. On descendit à Courbevoie, et la diligence de Beson fut emportée d'assaut. Un amoncellement de pêcheurs se tassa sur le toit, et comme ils tenaient leur ligne à la main, la guimbarde prit tout à coup l'aspect d'un gros porc-épic. Tout le long de la route, on voyait des hommes se diriger dans le même sens, comme pour un immense pèlerinage vers une Jérusalem inconnue. Ils portaient leurs longs bâtons effilés, rappelant ceux des anciens fidèles revenus de Palestine, et une boîte en fer blanc leur battait le dos. Ils se hâtaient. À Beson, le fleuve apparut. Sur ses 2 bords, une file de personnes, des hommes en redingote, d'autres en coutil, d'autres en blouse, des femmes, des enfants même, des jeunes filles prêtes à marier, pêchaient. Patisseau se rendit au barrage, où son ami Boivin l'attendait. L'accueil de ce dernier fut froid. Il venait de faire connaissance avec un gros monsieur de 50 ans environ, qui paraissait très fort et dont la figure était brûlée du soleil. Tous les 3 ayant loué un grand bateau,
allèrent s'accrocher presque sous la chute du barrage, dans les remous où l'on prend le plus de poissons. Boivin fut tout de suite prêt, et ayant amorcé sa ligne, il la lança, puis il demeura immobile, fixant le petit flotteur avec une attention extraordinaire. Mais de temps en temps, il retirait son fil de l'eau pour le jeter un peu plus loin. Le gros monsieur, quand il eut envoyé dans la rivière ses hameçons bien appâtés, posa la ligne à son côté, bourra sa pipe, l'alluma, se croisa les bras, et sans un coup d'œil au bouchon, il regarda l'eau couler. Patisseau recommença à crever des asticots. Au bout de 5 minutes, il interpella Boivin. « Monsieur Boivin, vous seriez bien aimable de mettre ces bêtes à mon hameçon. J'ai beau essayer, je n'arrive pas. » Boivin releva la tête. « Je vous prierai de ne pas me déranger, monsieur Patisseau. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. » Cependant, il amorça la ligne, que Patisseau lança, imitant avec soin tous les mouvements de son ami. La barque contre la chute d'eau dansait follement. Des vagues la secouaient. De brusques retours de courant la faisaient virer comme une toupie, quoiqu'elle fût amarrée par les 2 bouts. Et Patisseau, tout absorbé par la pêche, éprouvait un malaise vague, une lourdeur de tête, un étourdissement étrange. On ne prenait rien cependant. Le petit père Boivin, très nerveux, avait des gestes secs, des hochements de front désespérés. Patisseau en souffrait comme d'un désastre. Seul le gros monsieur, toujours immobile, fumait tranquillement, sans s'occuper de sa ligne. À la fin, Patisseau, navré, se tourna vers lui et, d'une voix triste, « Ça ne mord pas. » L'autre répondit simplement « Parbleu !» Patisseau, étonné, le considéra. « En prenez-vous quelquefois beaucoup ?»« Jamais. »« Comment, jamais ?» Le gros homme, tout en fumant comme une cheminée de fabrique, lâcha ces mots qui révolutionnèrent son voisin. « Ça me gênerait rudement si ça mordait. Je ne viens pas pour pêcher, moi. Je viens parce qu'on est très bien ici. On est secoué comme en mer. Si je prends une ligne, c'est bien pour faire comme les autres. » Monsieur Patisseau, au contraire, ne se trouvait plus bien du tout. Son malaise, vague d'abord, augmentant toujours, prit une forme enfin. On était, en effet, secoué comme en mer, et il souffrait du mal des paquebots. Après la première atteinte un peu calmée, il proposa de s'en aller. Mais Boivin, furieux, faillit lui sauter à la face. Cependant, le gros homme, pris de pitié, ramena la barque d'autorité, et lorsque les étourdissements de Patisseau furent dissipés, on s'occupa du déjeuner. 2 restaurants se présentaient. L'un tout petit, avec un aspect de guinguette, était fréquenté par le fretin des pêcheurs. L'autre, qui portait le nom de Chalet des Tilleuls, ressemblait à une villa bourgeoise et avait pour clientèle l'aristocratie de la ligne. Les 2 patrons, ennemis de naissance, se regardaient haineusement par-dessus un grand terrain qui les séparait et où s'élevait la maison blanche du garde-pêche et du barragiste. Ces autorités, d'ailleurs, tenaient l'une pour la guinguette, l'autre pour les tilleuls, et les 10 sentiments intérieurs de ces 3 maisons isolées reproduisaient l'histoire de toute l'humanité. Boivin, qui connaissait la guinguette, y voulait aller. « On y est très bien servi, et ça n'est pas cher, vous verrez. Du reste, monsieur Patisseau, ne vous attendez pas à me griser, comme vous avez fait dimanche dernier. Ma femme était furieuse, savez-vous, et elle a juré qu'elle ne vous pardonnerait jamais. » Le gros monsieur déclara qu'il ne mangerait qu'au tilleul, parce que c'était, affirmait-il, une maison excellente, et l'on faisait la cuisine comme dans les vieux meilleurs restaurants de Paris.
« Faites comme vous voudrez, déclara Boivin. Moi, je vais où j'ai mes habitudes. Et il partit. Patisseau, mécontent de son ami, suivit le gros monsieur. Ils déjeunèrent en tête-à-tête, échangèrent leur manière de voir, se communiquèrent leurs impressions et reconnurent qu'ils étaient faits pour s'entendre. Après le repas, on se remit à pêcher, mais les deux nouveaux amis partirent ensemble le long de la berge, s'arrêtèrent contre le pont de chemin de fer et jetèrent leurs lignes à l'eau tout en causant. Ça continuait à ne pas mordre. Patisseau, maintenant, en prenait son parti. Une famille s'approcha. Le père, avec des favoris de magistrat, tenait une ligne démesurée. 3 enfants du sexe mâle, de tailles différentes, portaient des bambous de longueurs diverses, selon leur âge, et la mère, très forte, manœuvrait avec grâce une charmante canne à pêche ornée d'une faveur à la poignée. Le père salua. « L'endroit est-il bon, messieurs ?» Patisseau allait parler quand son voisin répondit « Excellent !» Toute la famille sourit et s'installa autour des 2 pêcheurs. Alors Patisseau fut saisi d'une envie folle de prendre un poisson, un seul, n'importe lequel, gros comme une mouche, pour inspirer de la considération à tout ce monde. Et il se mit à manœuvrer sa ligne comme il avait vu Boivin le faire dans la matinée. Il laissait le flotteur suivre le courant jusqu'au bout du fil, donnait une secousse, tirait les hameçons de la rivière. Puis, leur faisant décrire en l'air un large cercle, il les rejetait à l'eau quelques mètres plus haut. Il avait même, pensait-il, attrapé le chic pour faire ce mouvement avec élégance, quand sa ligne, qu'il venait d'enlever d'un coup de poignet rapide, se trouva arrêtée quelque part derrière lui. Il fit un effort. Un grand cri éclata dans son dos, et il aperçut, décrivant dans le ciel une courbe de météores, et accroché à l'un de ses hameçons, un magnifique chapeau de femme chargé de fleurs, qu'il déposa, toujours au bout de sa ficelle, juste au beau milieu du fleuve. Il se retourna, effaré, lâchant sa ligne, qui suivit le chapeau, filant avec le courant, pendant que le gros monsieur, son nouvel ami, renversé sur le dos, riait à pleine gorge. La dame, décoiffée et stupéfaite, suffoquait de colère. Le mari se fâcha tout à fait, et il réclamait le prix du chapeau, que Patisseau paya bien le triple de sa valeur. Puis la famille partit avec dignité. Patisseau prit une autre canne, et jusqu'au soir, il baigna des asticots. Son voisin dormait tranquillement sur l'herbe. Il se réveilla vers 7 heures. « Allons-nous-en, dit-il. Alors Patisseau retira sa ligne, poussa un cri, tomba d'étonnement sur le derrière. Au bout du fil, un tout petit poisson se balançait. Quand on le considéra de plus près, on vit qu'il était accroché par le milieu du ventre. Un hameçon l'avait happé au passage en sortant de l'eau. Ce fut un triomphe, une joie démesurée. Patisseau voulut qu'on le fît frire pour lui tout seul. Pendant le dîner, l'intimité s'accrut avec sa nouvelle connaissance. Il apprit que ce particulier habitait Argenteuil, canotait à la voile depuis 30 ans sans découragement, et il accepta à déjeuner chez lui pour le dimanche suivant, avec la promesse d'une bonne partie de canot dans le plongeon, clipper de son ami. La conversation l'intéressa si fort qu'il en oublia sa pêche. La pensée lui en vint seulement après le café, et il exigea qu'on la lui apportât. C'était, au milieu de l'assiette, une sorte d'allumette jaunâtre et tordue. Il la mangea cependant avec orgueil, et le soir, sur l'omnibus, il racontait à ses voisins qu'il avait pris dans la journée 14 livres de friture.